Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Flavie. Alors j'accueille aujourd'hui Olivier Guérin. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur notre podcast ou notre vidéo. Je ne sais pas sur quel média vous nous regardez. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le média, je vais vous expliquer le concept. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre qui va nous parler d'un sujet à la fois mal aimé et indispensable dans les entreprises. J'ai nommé la vente. C'est Alors, clair. le board, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est une communauté d'entrepreneurs, de managers, de leaders, de décideurs, de dirigeantes, enfin, toutes les personnes qui se retrouvent dans la vie, dans le business, à devoir décider souvent et vite, et qui parfois n'ont pas toutes les cartes en main. On ne peut pas être spécialiste de tout. Donc moi, avec ce média, le board, ce que je vous propose, c'est d'inviter à mon micro des spécialistes, des experts, qui ont vraiment un propos, une expertise intéressante pour les faire s'exprimer sur leur expertise et vous donner des pistes pour décider, pour vous inspirer, pour développer votre business ou vous développer dans votre carrière. Voilà. Le board, c'est aussi, je vous l'ai dit, une communauté. Donc, on va vraiment continuer la conversation au-delà de ce podcast ou de cette vidéo. Avec mon intervenante du jour, on va vous poser des questions et je compte sur vous pour y répondre. La conversation continue sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous mets de toute façon tous les liens vers les références qu'on va aborder aujourd'hui dans la description de cette vidéo ou de cet audio. Allez, j'ai assez parlé parce qu'on va déjà découvrir notre thématique du jour. Donc, je vous ai dit, je vous ai parlé d'Olivier, donc Olivier Guérin. Je suis très honorée, surtout par les temps qui courent, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'accueille un docteur sur notre antenne. Alors, j'ai pas encore le diplôme, mais oui, peut-être que ce sera inventé, ce titre de docteur en vente. Hein. Alors, tu es un docteur en quoi, Olivier? En vente, ouais, en mots de vente, hein, pour être précis, hein, puisque moi, les dirigeants qui me font confiance, ils me font confiance pour enlever leurs mots de vente, parce que c'est ceux-là qui leur donnent des mots de vente, hein, c'est ceux qui leur donnent des aigreurs, et puis c'est ça dure souvent très longtemps, hein, ces aigreurs d'estomac. Ils ont souvent mal au ventre hein, en fin d'année quand ils constatent que ça s'est pas bien passé. Donc moi, je suis là pour les soulager de ça, en fait. Bon, Voilà, bah c'est clair. super. Alors, tu verras, le mot docteur, pour moi, il a son importance. Moi, c'est un sujet que j'adore. Je trouve qu'il y a à la fois, excusez-moi de l'expression, beaucoup de bullshit hein, sur le sujet, des gens qui s'inventent experts et qui donnent pas toujours des bons conseils, mais il y a aussi, en fait, énormément de techniques et de techniques très précises en la matière. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter pour en parler, parce que j'apprécie tes conseils et ton expertise. Et j'aimerais aussi qu'on torde un peu le cou à cette idée reçue que pour vendre, il faut avoir du bagou, etc. Et tout. Il y a beaucoup de choses à faire pour avoir des ventes performantes. Et là, en plus, on va s'adresser à des décideurs. On a tous besoin de vendre plus, donc soit de trouver des clients, de les fidéliser, mais peut-être aussi de vendre ses idées, d'embarquer ses équipes avec Ouais. soi. Pour moi, les managers, hein, ce sont aussi des vendeurs en ce sens. Tout est question de vente, et ça, je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est clair. Tout est à vendre. En fait, ce qui est malheureux, que ce soit aussi mal vu comme fonction et que ce soit aussi, on imagine que ce soit aussi théorique ou que ce soit le relationnel, alors que malheureusement, c'est pas le relationnel qui fait la vente, quoi. Mm. Loin de là. Alors, D'ailleurs, j'ai envie de te dire, enfin, après, d'ailleurs, les gens disent, mais alors c'est quoi qui fait la vente? Et alors, j'ai envie de dire, c'est la confiance. mm. Alors, tu nous parles de confiance. Bah déjà, quand même, embarque-nous un petit peu dans ton univers, qu'on en sache un peu plus pour toi, avant de rentrer dans les questions techniques que je t'ai préparées. C'est quoi ton parcours, Olivier? Comment tu te retrouves à être, du coup, docteur en mots de vente? Alors, en fait, c'est une frustration. Souvent, d'ailleurs, les décisions d'achat ou des décisions de changement se passent là. En fait, j'ai eu une carrière de commercial et de consultant après avoir fait une école de commerce, un Néoma pour pas la citer, ex-ESC Rouen. En fait, c'est une frustration qui est à l'origine de cette mission, quelque part, que je me suis donnée de prêcher la bonne parole autour de la vente. Pendant plusieurs années, j'ai pas eu de bon manager. Et grâce à mes lectures, en fait, quand je me suis mis à mon compte il y a 6 ans, et enfin une sorte de prise de conscience, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je parle de ce sujet-là. Des gens, les commerciaux, les dirigeants ont besoin d'entendre de parler de ces sujets-là pour justement transformer ce qui se passe dans l'entreprise, pour enfin sortir ah bon, bah zut, on n'a pas les ventes qu'on voulait avoir.
Ah bah c'est ballot, bah tant pis, on verra bien l'année prochaine. C'est-à-dire que ce qui est aussi incroyable, c'est que on imagine un dirigeant. Son directeur financier arrive en fin d'année. Et il lui explique, bon bah là, non bah là, il manque 1 million. Bon, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas, on ne les retrouve pas. Il y a un problème d'écriture. Imagine-t-on un dirigeant qui dit, ok, bah super, c'est pas grave, on verra l'année prochaine. Je pense que personne ne sera ok avec ça. Par contre, les directeurs commerciaux, ils arrivent, bon bah là, non, il manque 1 million. Et ça passe tout seul. Alors, bah tiens, tu as C'est raison un de peu parler de ça. bizarre, non? On va aider les décideurs ici présents à comprendre, même s'ils ne sont pas spécialistes, hein, c'est pas justement c'est le propos, à voir ce qu'ils peuvent faire pour aider leur organisation à être plus performante en vente. Toi, à ton avis, Olivier, comment ça se fait que les dirigeants finalement s'intéressent peu à cette matière-là, cette matière commerciale, cette matière de la vente? Alors, en fait, je vais faire une sorte de pyramide et pour répondre à ta question un peu à l'envers, hein, dire que il n'y a pas de mauvais clients, il y a que des mauvais commerciaux. Il n'y a pas de mauvais commerciaux, il n'y a que des mauvais managers. Il n'y a pas de mauvais managers, il n'y a que des dirigeants qui ne s'intéressent pas au sujet. Et effectivement, la plupart des dirigeants, la plupart, hein, j'ai bien dit la plupart, hein, je n'ai pas dit tous, attention, hein, beaucoup de dirigeants. Alors dans les TPE et les plus petites boîtes, hein, c'est souvent moins le cas parce qu'en fait, c'est souvent eux qui sont au four et au moulin, c'est-à-dire que c'est eux qui tiennent le chiffre. Hein. Plus la structure grossit, plus le dirigeant s'écarte de cette partie-là et peut considérer que c'est totalement un sujet qui n'est pas de son ressort. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a un directeur commercial et c'est son boulot de faire ça. Et j'ai envie de te dire, bon bah, en anglais ça sonne juste. Hein, il y a le Chief Sales Officer, donc la personne en charge des ventes, hein, le directeur commercial, il y a un directeur marketing, en anglais le CMO, le Chief Marketing Officer, et puis il y a un CEO, le dirigeant. Mais j'ai envie de dire, le CEO, il devrait surtout avoir cette position de CRO, de Chief Revenue Officer, et de faire en sorte que la musique, ce soit lui qui soit la musique et soit le chef d'orchestre pour mener à bien les actions aussi bien menées par le marketing et le commerce. Alors pourquoi c'est en fait il y a aussi et puis la deuxième raison, je pense que c'est des années d'impuissance en fait. Et ils ont Alors, baissé les bras. quand tu dis, Oui. quand Alors tu dis qu'il y a des choses à impuissance, faire. quels sont tes constats, toi, par rapport aux pratiques aujourd'hui des commerciaux? Par exemple, je sais pas, le dirigeant, il a souvent des commerciaux, justement, il en rencontre souvent qui essayent de lui vendre des choses. Alors, qu'est-ce que tu constates, toi, justement, par rapport à ce Bah, public des bah, commerciaux actuels? J'ai été frappé il y a quelques années par une conversation avec un DG. Je me rappelle encore même à quel endroit j'avais eu cette conversation en fait. Et le directeur, on parle de la vente et je lui dis mais et toi quand tu rencontres des commerciaux, qu'est-ce qui se passe? Quel avis tu as sur ce qui se passe? Et là, il me dit, mais de toute façon, Olivier, tu sais, c'est pas compliqué. Sur 10 commerciaux qui rentrent dans mon bureau pour essayer de me vendre quelque chose, il y en a 8 qui ressortent, ils savent même pas quels sont mes enjeux, pourquoi je les ai reçus, qu'est-ce qui pourrait changer sur moi, quels sont les problèmes à résoudre, ils en savent rien. Et en fait, c'est assez classique, en fait. Hein, globalement, beaucoup de commerciaux ont ce niveau de discussion qui est un niveau de discussion ras des pâquerettes. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est que si les commerciaux que les dirigeants rencontrent au quotidien, allez, 8 sur 10 vont pas en profondeur et sont pas pertinents, il y a fort à parier que ça soit la même chose du côté Ben, des équipes commerciales alors du oui, dirigeant en question. et puis après, même peut-être qu'ils sont même désespérés, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, ils ne les reçoivent même plus, en fait, en se disant, mais vraiment, le niveau de conversation sera tellement nul que je ne les reçois même pas. Mm. C'est ça qui est malheureux, en fait, parce que alors qu'un commercial, il doit savoir générer cette valeur dans la discussion qu'il va avoir. Alors, et par l'expertise, non pas de son produit, mais l'expertise dans le fait de mener une conversation où la personne se sentira écoutée, comprise. Et bon, après, effectivement, il y a quand même, à un moment donné, on espère que le commercial, il sait quand même quel problème il résout. Le vrai problème, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'expertise, c'est souvent celle du produit pour le commercial. Et pour les dirigeants des commerciaux en question, hein, qui trouvent leurs produits géniaux, produits ou services. Le vrai problème, le vrai sujet, et c'est vraiment important pour moi, c'est est-ce qu'ils sont experts des problèmes qu'ils résolvent?
Alors ça, c'est, on en parlait l'autre fois, ou je sais plus, c'est toi qui m'as cité, enfin je sais plus qui c'est qui citait ça, dire I don't give a fuck about your solution. Donc, sous-entendu, je m'en fiche de ta solution, ce qui compte pour moi, c'est mon problème. Donc, en tant que client. Exactement. Alors, quelles sont, d'après toi, Ouais. les questions qu'il faut poser quand on est un commercial ou même un dirigeant et qu'on veut vendre sa boîte, au lieu de bassiner son prospect avec son produit, quelles seraient les questions qui permettraient d'aller sur un niveau de conversation pertinent, percutant avec un client Alors, potentiel? en fait, je vais te donner des idées que, alors s'il y a des dirigeants qui nous écoutent, les managers, mais je vais aller jusque dans le détail d'une très bonne question pour introduire le débat. Mais avant d'y arriver, pour faire un petit peu de teasing quand même, le vrai sujet pour moi, c'est que la plupart des dirigeants, managers, n'ont aucune idée de ce qui se passe en rendez-vous. C'est-à-dire que, bon, soit ils ont un rendez-vous et c'est du bidon, une tournée convenue, enfin, et généralement ça va se terminer au restaurant, ça n'a aucun intérêt, il va avec un client. Et surtout, en fait, le vrai problème, c'est qu'ils vont pas, comme ils ne font jamais de simulation de rendez-vous client avec un prospect, enfin un prospect ou un client, peu importe, hein, ils ne savent pas quel est le niveau de conversation, quel niveau de détail, qu'est-ce qui est dit, comment le commercial sonne, etc. Et en fait, c'est bien là le problème, c'est qu'il faut aller jusque dans le détail, il faut aller jusqu'au mot près, en fait. Alors, qu'est-ce que tu suggères concrètement? Comme question, alors, tu vois, tu me posais ça. Alors, ce que je suggère comme action, c'est que déjà, chaque dirigeant devrait recevoir ses commerciaux et faire le client. Et il verrait à quel point ses commerciaux sont bons ou pas. On va se faire des amis, je sens, avec c'est autre chose. Ben oui, mais ça. Après, l'idée, c'est que effectivement, quand moi j'accompagne mes clients, c'est de dire, ok, moi je suis Janus, ce dieu à double visage. Moi, quand je fais, on va en reparler de sur quoi je m'appuie pour faire des bilans de compétences. Hein, au client, je suis obligé de lui dire la terrible vérité, la sinistre vérité sur l'état de compétence de son équipe. Et en même temps, aux équipes, je suis obligé de leur vendre le changement d'un côté positif. C'est-à-dire que à mon client, je lui dois la vérité et ça va piquer, mais il est prêt à l'entendre. Souvent, ils sont prêts à l'entendre. Enfin, pas toujours, hein, j'ai déjà eu des mauvaises histoires, hein, mais c'est comme ça. Après, j'accepte. Hein, après, si on n'a pas envie de changer, de se mettre face au miroir, je peux rien pour les gens. Hein. Et puis pour les commerciaux que j'accompagne, de les aider à prendre conscience qu'effectivement, ils ne font pas tout à fait aussi bien. Alors, et donc, je reviens quand même au détail parce que j'allais oublier, il ne faut pas que j'oublie. Donc, par exemple, une question que je trouve excellente et que je partage à qui veut l'entendre, c'est de commencer le rendez-vous après avoir dit bonjour, hein, bien sûr, hein, par monsieur prospect, monsieur client, madame cliente. Qu'est-ce qui vous a convaincu de consacrer 1 heure dans votre agenda au sujet de X? Et directement de commencer par le vrai sujet. Ça va engager une vraie conversation. Si en tant que dirigeant ou manager, hein, vous engagez vos commerciaux vers cette voie du direct, hein, voilà, on va directement au plus simple, au plus direct, et on arrête et on se décentre surtout pour ne pas parler de soi. Ouais, alors, écoute, si tu me permets un feedback, parce que, évidemment, comme tout dirigeant, moi, je suis également pas mal sollicitée par les commerciaux, et c'est vrai que d'habitude, le rendez-vous type, c'est complètement l'inverse. D'abord, les gens me font la démo de leur app, de leur SaaS, de leur produit pendant des plombes. Déjà, ça m'ennuie énormément. Et puis, à la fin, on se quitte sur un « on va réfléchir » qui veut dire, en fait, t'es complètement à côté de la plaque. Et voilà, et moi, j'aurais apprécié, en fait, je pense que les gens qui nous écoutent aussi aiment aller peut-être droit au but pour gagner du temps, qu'on me demande, voilà, quel est le problème du moment, comment je peux t'aider à le résoudre, quoi. C'est le vrai sujet. C'est pour ça que les gens se réunissent et décident de passer du temps. Et puis après, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il y a forcément quelque chose. On n'imagine pas les gens passer 1 heure juste parce qu'ils ont envie de parler à un commercial. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet. Et alors, du coup, tu me disais que toi, alors, au-delà des conseils pratiques que tu leur donnes, pour faire le diagnostic de départ de tes commerciaux, des commerciaux que tu accompagnes, tu as un diagnostic d'une certaine forme un peu scientifique.
Alors, Ben, qu'est-ce que c'est que ce diagnostic pas un peu, beaucoup scientifique même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, ben, on va revenir, quand tu disais, alors, cette histoire de cette métaphore du médecin et du docteur en vente, hein, en fait, quelque part, j'ai envie de la filer. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, mon boulot, c'est de soigner les maux de vente. Et la seule façon, comme un médecin d'ailleurs, qui est la posture que devrait, d'ailleurs, une posture de médecin, c'est celle que devrait avoir chaque commercial d'ailleurs. Mm. Je viens écouter je viens te poser des questions sur tes problèmes et après je te fais une prescription et pas l'inverse. Tiens, le médecin il commence pas par OK, j'ai des belles boîtes de médicaments X, Y, Z. Bon, en fait, vous avez quoi? Non. C'est d'abord qu'est-ce que vous avez et après on verra qu'est-ce qu'on vous donne. Et puis peut-être qu'on vous donne rien. Mm. Et peut-être que ça va être des mauvaises nouvelles. J'en sais rien, peu importe, cet esprit. Et donc, moi, j'ai cette même approche que quand je vais former des équipes, c'est-à-dire que je ne peux pas promettre de changer quoi que ce soit si le niveau des personnes en face est trop faible ou si l'envie n'est pas présente et si je ne sais pas quel est l'état des compétences. Donc, c'est pour ça que je m'appuie sur une évaluation très factuelle des compétences. C'est un outil qui s'appelle Objective Management Group, c'est un outil américain et qui permet en 224 questions, donc c'est beaucoup de questions qui vont être posées aux commerciaux qui sont salariés, de faire un screen total de leurs compétences et de savoir où ils en sont. Okay. Et à partir de là, je vais savoir, je peux même aller avec l'équipe que vous avez, je vais répondre, mais qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Quel chiffre d'affaires en plus? Combien de temps ça va mettre pour y arriver? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver précisément? Donc c'est Olivier, aucune place au hasard. Merci. Et du coup, donne-nous quelques petits fun facts, quelques infos, quelques chiffres un peu contre-intuitifs sur ce qui fait un bon ou un mauvais commercial, d'après cette étude. En fait, du coup, par exemple, il y en a un qui est il y a dans les 21 compétences fondamentales qui sont mesurées, il y en a une qui est très intéressante, en fait, et qui est typiquement là où, justement, ça peut servir à nos auditeurs. Il y a une mesure du développement du relationnel. Donc, la capacité à développer vite un relationnel. Alors, c'est pas être sympa, c'est cette capacité à vite générer de la confiance et du relationnel. Mais le relationnel basé sur la confiance, pas se taper dans le dos. En fait, entre les meilleurs commerciaux et les moins bons, c'est la compétence où il y a le moins d'écart. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire qu'en gros, qu'on soit bon ou pas bon, on peut avoir les mêmes capacités à bâtir la confiance. Ça ne fait pas la différence, en fait. Et ça ne fait pas la différence. Et ça, c'est bien le problème. Parce que du coup, ça veut dire qu'en entretien, un commercial qui sait bien la matière relationnelle, et puis comme tout le monde pense que c'est le relationnel qui fait qu'on est bon en vente, du coup, ça pose un vrai problème parce que les bons et les meilleurs, ils peuvent avoir, il n'y a pas tant d'écart que ça. Donc, c'est une idée reçue, en fait, comme quoi… C'est une idée totalement reçue. Okay. Et donc, ça, c'est contre-intuitif, totalement contre-intuitif. Et puis, l'autre élément, alors, qui est le vrai différenciateur, en fait, qui est le différenciateur majeur entre les mauvais commerciaux et les bons commerciaux, ceux que tous les dirigeants qui nous écoutent, ceux qui aimeraient avoir, la compétence sur laquelle il y a un écart du simple au triple, en fait, pour être clair, en termes de mesure de la compétence, c'est la capacité à savoir poser des questions. C'est ce qu'on appelle la vente consultative. La capacité à avoir une posture de conseiller de confiance, celui qui va poser des questions et challenger gentiment, mais challenger quand même la position du client. C'est pas une position de béni oui, quoi. Mais tu as raison de dire challenger. Moi, je trouve ça intéressant. J'en parlais avec un ami qui est coach. Et finalement, dans le coaching, c'est pareil. Souvent, les gens redoutent poser les questions puissantes, les questions qui vont vraiment mettre en mouvement, voire même dévoiler l'autre, des fois aussi un peu dans ses retranchements. Donc, est-ce que tu as d'autres exemples de questions puissantes dans la vente, hormis celles qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient… Alors après, effectivement, il faut gagner le droit de poser ces questions. Ça, c'est juste un peu avant, parce que par la posture, le fait qu'on est déjà… après, un commercial, c'est pareil. Enfin, comme il se crée quand même, beaucoup de commerciaux n'ont pas une carte de visite numérique, j'ai envie de dire, qui serait sur par exemple LinkedIn, qui serait très pertinente. Par exemple, déjà, ils arrivent ils sont standards, ils sont lambda, ils n'ont jamais écrit, ils n'ont jamais proposé de la valeur. Bon, déjà, ça pose un problème. Bon, alors, si on a gagné ce droit, déjà, on pourra déjà le gagner comme ça. Ça serait,
je laisse les gens juste sur la qualité des profils et l'intérêt d'avoir des profils LinkedIn et ce qui est dit dessus, en fait. Hein. Quand c'est un Donc, en simple développant déjà un premier niveau d'expertise, le principe Oui, d'expertise de oui. Cialdini qui te donne l'autorité déjà de pouvoir aller plus en profondeur avec ton client. Ok. Par exemple, sur un profil LinkedIn, soyons concrets, tous les commerciaux devraient avoir marqué dessus quels sont les problèmes qu'ils résolvent chez leurs clients. Je reviens sur notre sujet tout à l'heure. Quels Très problèmes ils intéressant. résolvent pour de vrai, quoi. Hein. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt un Ah, mur de public communiqué sur les produits de l'entreprise. voilà, ben oui, mais parce qu'en fait, ben ouais, parce qu'en fait, malheureusement, d'ailleurs, le marketing ne va pas en rendez-vous avec le commerce, d'ailleurs, souvent. Mm. Ils sont tellement fiers de leurs produits. On est tellement beau, on est tellement intelligent. C'est tellement génial ce qu'on fait. Ben oui, mais les clients s'en foutent. C'est ça le problème. Eux, ils s'intéressent qu'à eux, à contrario. Ben, comme eux d'ailleurs, mais du coup, ben, le problème, c'est quand on voit quelque chose, il faut se décentrer. Bon, alors du coup, là, je me suis un peu perdu, mais tu me demandais quelle autre question puissante, en fait. En fait, ce qui est vraiment puissant, c'est d'arriver à prendre conscience, et je le partage là, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience que la plupart des questions qui sont posées par les commerciaux sont des questions de situation. Alors, je vais pas faire trop de technique, hein, mais Neil Rackham a écrit un livre fondamental qui s'appelle Spin Selling. Il y a c'était dans les années 80, hein, mais c'est Très une intéressant. référence dans le domaine. Hein, ouais. Le S de Spin, de sa méthode, c'est la situation. Et la situation, c'est poser des questions vraiment faibles du type comment vous êtes organisé, comment ça se passe, etc. Et donc, toutes ces questions-là sont des questions sur le présent du client. Et en fait, quand on fait des cours, je vais faire en fait, quand je fais travailler avec les équipes sur le questionnement, en fait, il va y avoir un Pareto où 80% des questions qui sont posées sont des situations qui concernent le présent du client. Sauf que personne ne change pour le présent. Tu changes parce que le passé, tu as eu un passé pénible ou parce que tu veux un avenir meilleur. Donc, les questions qui doivent être posées, c'est des questions sur le passé et le présent. Par exemple, monsieur le client, depuis combien de temps vous avez de problèmes? Ah, tant de temps, ok. Combien ça vous a coûté? Ah. Et là, bon, alors, tu vois, faut faire un calcul, là j'y vais un Bien peu sûr. vite, mais ok, et puis à l'autre côté du spectre, on est ok, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Pourquoi? Qui va être impacté par cette décision? Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à faire ça? Ah, là, le niveau de discussion, c'est pas le même là. Magnifique. Et après, ce que tu disais aussi, c'est que dans la conversation commerciale, comme toute conversation d'adulte, il faut savoir accepter une donnée qu'on a du mal à accepter souvent dans les conversations, c'est le silence. Le silence pour faire réfléchir son client. Alors malheureusement, pour illustrer ça dans une émission vocale, c'est un peu embêtant, mais effectivement, j'essaye d'en faire pour essayer, pour laisser à nos auditeurs, j'essaye de laisser un temps de réflexion. Et je vais citer, alors c'est pas de moi, c'est de Marguerite Yourcenar. Le silence est fait de mots que l'on n'a pas dit. Alors, aussi trivial que ça paraisse, en fait, le problème, c'est que la plupart des commerciaux sont frappés de logorrhée verbale. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui porte, entre autres, préjudice parfois à la fonction commerciale, qu'on traite souvent de beaux parleurs, de baratineurs, etc. Donc, ok, mais écoute, on retient ton remède sur la prescription. J'aimerais qu'on termine un petit peu cette partie vraiment sur ton expertise et avant qu'on avance dans la conversation, dans la partie finale de notre conversation, quel conseil tu auras envie de donner aux dirigeants qu'est-ce qu'ils devraient faire tout de suite, maintenant, là, pour redresser la barre un peu sur leur vente? Ah oui, parce qu'en fait, les dirigeants, leur problème, c'est un problème de cash. On sait que voilà, c'est la trésorerie qui, surtout dans les temps qui vont courir, là, qui viennent, là, on sait que c'est ça le problème. Et pas de commerce, pas de cash. Donc, du coup, il faut que le commerce bouge. Alors, en fait, quelque part, la plupart des dirigeants sont assez démissionnaires sur ce qui se passe dans leurs équipes, quand même, globalement, et laissent faire. Donc, mes conseils, et je vais revenir sur mon premier conseil, tout dirigeant devrait rencontrer ses commerciaux lors d'un jeu de rôle pour voir comment ils sonnent. Voilà.
ou au moins aller observer un jeu de rôle pour voir comment ça se passe. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et une fois que ça c'est fait, chaque dirigeant devrait exiger que les managers passent au moins 20 à 30% de leur temps à coacher les équipes. Alors, coacher les équipes. Coacher, je m'entends sur le terme, ce n'est pas dire comment s'est passé le rendez-vous, ah oui, d'accord, c'est bien passé, d'accord, bah super, voilà, tu mets dans le CRM. Ah non, ça, c'est pas ça. Donc, coacher les équipes, c'est les entraîner à toutes les situations possibles en situation réelle. Qui imaginerait un acteur, un comédien de théâtre, rentrer sur scène sans avoir répété? Qui imagine ça? Bon, bah, les commerciaux font ça tous les jours. Ils vont sur scène, ils ne sont jamais entraînés. Hop, allez, on y va. Alors ça, c'est l'expérience. Mais non, mais ça, c'est l'expérience. L'expérience, c'est bien, mais l'expérience, ça ne fait pas l'expertise, quoi. Ça ne suffit pas. Et je lisais il y a peu de temps Novak Djokovic. Bon, quand même, le gratin mondial du tennis, quoi. L'année dernière, il a changé sa prise de raquette pour son coup droit en retour. Oui. Il est connu pour ayant le meilleur retour du circuit à l'heure actuelle ATP en tennis. Et il y a un spécialiste, un manager, j'ai oublié son nom, enfin un manager qui a repéré qu'il avait changé sa prise pour pouvoir être plus prêt à renvoyer. Le type, il est au niveau top du top. Pendant la pause, qu'est-ce qu'il fait? Il rebosse son meilleur coup. Son point fort. C'est incroyable. Donc, l'entraînement, c'est pour tout le monde, même pour les meilleurs et surtout pour les meilleurs. Et tu disais consacrer à peu près un tiers du temps du manager à coacher ses équipes en situation. Bon, ben ça, c'est sûr qu'on va tous reprendre nos agendas à l'issue de cet épisode et le programmer dans nos plannings parce qu'évidemment, c'est malheureusement le truc qui saute en premier et je pense que c'est assez déplorable pour coacher nos équipes, quoi, c'est sûr. La qualité, du coup, on ne peut jamais vérifier que la qualité. Donc, ils ne sont pas prêts pour les objections, la qualité des conversations, le questionnement n'est pas le bon, les silences ne sont pas faits, il n'y a pas de reformulation, il n'y a pas d'écoute active. En fait, ce que je partage toujours, c'est que en tant que dirigeant, arrêtez d'être exigeant sur les résultats finaux. Soyez exigeant sur le geste et sur la qualité des mots qui sont prononcés. Donc, c'est le input versus output, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit versus les chiffres qu'on a dans ces tableaux de bord. Les chiffres ne font rien, les chiffres ne sont que les chiffres. Et c'est pas parce qu'on dit, voilà, il faut faire 100, allez les gars, il faut faire 100. D'accord. On fait quoi? Alors après, on va dire, ah bah c'est le boulot du DIRCO. D'accord, oui. Donc, il y a dire, on va cibler les comptes, ça c'est de la tactique, on va faire ci, on va faire ça, d'accord. On va proposer si tel truc à un tel, et ouais, mais le sujet c'est ensuite qu'est-ce qui se passe en dessous quand on est dans le rendez-vous, qu'est-ce qui se passe comme conversation. Et généralement, les conversations sont celles que tout le monde connaît, pas intéressantes, on parle trop, on m'écoute pas et on ne sait pas à quoi ça sert. Et Olivier, merci pour tous ces conseils. Alors du coup, pour basculer un petit peu sur la fin de l'interview, je voulais te demander comment on peut faire pour rester un peu à la page du sujet vente et commercial, surtout quand on n'est pas soi-même un spécialiste. Où est-ce que toi tu puisses ton inspiration? Qu'est-ce que tu as envie de nous conseiller, je sais pas, comme site ou comme source d'information? Alors en fait, c'est sûr que moi je lis, forcément, je lis des livres sur le sujet, mais bon, c'est mon métier, hein, donc ce serait quand même malheureux que je lise pas de livres. Moi, je m'inspire beaucoup des auteurs américains. Et c'est vrai que moi, je recommande un podcast qui est formidable, qui s'appelle le Marketing Book Podcast. Tu mettras le lien dans Oui, je mets le lien. Okay. Ça existe depuis près de 5 ans, je crois. Et l'auteur de ce podcast s'appelle Douglas Burdett. Il a interviewé 275 auteurs de livres marketing et vente. Top. Okay. Et il a interviewé le gratin des auteurs anglo-saxons. Alors oui, effectivement, c'est en anglais, mais c'est le top. Voilà. Okay. Donc voilà, après on choisit ses batailles. Voilà.
Voilà, mais ça, c'est une bonne source d'inspiration pour ensuite, après, moi, j'achète les livres et je vais plus loin. Voilà, ça, c'est Et une de toute très bonne source façon, d'inspiration. je mettrai les liens. Et puis, pour nos auditeurs qui voudraient de l'inspiration en français, bah, je mettrai le lien vers ta pastille aussi, celle que tu envoies tous les vendredis, Ouais, je qui peux pas permet faire de d'avoir, je peux pas voilà, faire de propos, tu vois. non, mais qui permet d'avoir une idée tous les vendredis avec des petits tips comme ça pour Ouais. soit être meilleur commercialement, soit manager ses équipes, c'est top. Forcément, oui, je recommande mon blog. Hein. Je suis spécialisé des mots de vente, donc il y a un blog, Les mots de vente, MAUX. J'ai écrit plus de 120 articles en 3 ans sur la vente, et clairement, il y a de l'inspiration, et ça va plus loin que l'inspiration, parce que je vais dans le détail du détail. Ouais. La Non, mais question, tout à fait. ce qui est formidable, Flavie, c'est que j'écris beaucoup de choses, mais il y a très peu de gens qui me lisent. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, ceux qui me lisent, ils sont devant les autres parce que la plupart ne font pas l'effort. Tout est disponible, hein, tout est disponible sur tout. Maintenant, il y a des gens qui ne savent même pas cliquer, en fait. Ouais, mais c'est pour ça qu'on fait ce genre de condensé aussi. Moi, ça me plaît. Puis j'espère que ça donnera envie aux gens comme ça de s'intéresser au sujet. Un sujet à la fois technique, mais assez accessible, en fait, et vraiment intéressant. Moi, je trouve ce qui est bien dans cette thématique, c'est que ça parle de tout. Ça parle de l'organisation de l'entreprise. Est-ce qu'on est bien organisé? Qui on recrute? Qui on onboard? Qui on forme? Ça parle aussi des logiciels et des systèmes qu'on met en place, la rémunération, les CRM et tout. Il y a beaucoup de tendances en plus à aller trier, mais du coup, c'est vraiment intéressant. Olivier, toi, tu es dirigeant aussi, finalement. Quel genre de dirigeant tu es et sur quelles activités tu penses qu'il faut se concentrer quand on est dirigeant? En fait, moi en tant que dirigeant, je dépense je dépense d'un budget conséquent à ma formation personnelle. Je me forme 10 à 15 jours par an. Ah ouais? Et des exemples de formation que tu suis pour que ça nous inspire? Oui, par exemple, je vais aux États-Unis tous les ans me former auprès d'un des papes de la vente anglo-saxon. Bon, déjà, j'y vais 4 jours, donc déjà, ça fait déjà 4 jours sur le sujet. Et par ailleurs, en fait, je me forme régulièrement dans un cercle qui s'appelle GERM. C'est une association qui fait de la formation de managers, en fait, avec des thèmes très intéressants. Et c'est 6 à 8 jours par an, en fait. Voilà, top. Donc aussi un effet réseau, quoi, pour entretenir aussi ton réseau. Ouais. Et puis après, moi, je me fais coacher aussi en plus. Ok. Je m'achète de la formation et j'invite vraiment. Enfin, il y a des réseaux qui sont très bien pour ça, pour les dirigeants. Je veux dire, je pense que de nombreux dirigeants ont saisi la perche de APM, par exemple. Un réseau de formation qui est excellent et voilà, et qui forme des dirigeants. Et du coup, à part la formation, ce que tu fais dans ta vie pro, qui est pas mal trépidante, comme tout le monde, est-ce que tu as d'autres activités, peut-être un peu plus perso, qui t'inspirent aussi et qui t'aident à être un meilleur décideur? Oui, après, je pense qu'il faut aussi. Il y a des gens que je suis tout particulièrement, par exemple, sur un thème qui est intéressant, qui est la rhétorique, qui revient en force. C'est quelqu'un comme Victor Ferry qui s'intéresse au style. On a l'impression que c'est pas le sujet, mais en fait, tout est là, en fait. Enfin, tout a été dit depuis 2500 ans. Enfin, tout a déjà été écrit, en fait. Je veux dire, Socrate a mis sur la table le fait que le questionnement était la pierre angulaire d'une conversation de valeur. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit à partir au 5e siècle avant Jésus-Christ. Tout est dit, en fait. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut encore 2500 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'il faut remettre ça sur le tapis, quoi. Moi, je veux dire, à l'époque, déjà, Socrate se battait contre les sophistes, des faux savants qui vendaient très cher leur savoir. Leur savoir. La question, c'est est-ce que les commerciaux qui sont sur le terrain sont des sophistes ou des socratiques? Bien souvent, ils ont une démarche de sophiste. C'est intéressant, on va la poser à notre communauté. Donc là, les commerciaux sont-ils des sophistes ou des socratiques? Vous avez 4 heures. Je pense que là, tu en es pas mal, là. Non, et puis moi, j'ai envie de poser une question à nos auditeurs. Ce serait, quel est le problème que vous résolvez chez vos clients? Ça, c'est vraiment, ça m'intéresserait d'avoir vos avis là-dessus, parce que c'est vraiment pas si facile à cerner que ça, ce problème. Et bien sûr, toutes les questions pour notre invité Olivier, vous pouvez nous les poser sur nos réseaux. Il sera avec nous, il participe à la conversation et on continue la discussion.
Olivier, on va terminer ce podcast et cette vidéo. Qu'est-ce qui te caractérise? C'est quoi ton mantra pro en tant que dirigeant? Alors, j'aime bien les citations. Donc, je vais finir sur une citation que j'aime beaucoup. Choisis bien les mots que tu prononces, car ils construisent le monde qui t'entoure. Waouh, Et puis, magnifique. je laisse un silence derrière, tu vois, bien entendu, pour que les gens puissent s'imprégner de ça. Voilà. Clairement, c'est très important. Et alors, du coup, j'ai le droit à une deuxième ou pas? Allez, c'est cadeau. Deuxième. Voilà. On ne mesure pas l'intelligence à la qualité des réponses, on mesure l'intelligence à la pertinence des questions. Top. Bah, écoute, merci beaucoup, Olivier. C'était super sympa d'avoir cette conversation avec toi. Je sais qu'on est allé un peu vite sur certaines choses et qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais de toute façon, je m'étais coordonnée pour que tu puisses continuer la conversation avec tout le monde qui nous suit. Merci beaucoup, Olivier, Merci, et puis à la prochaine dans les prochains épisodes du board. Bye. Bon, à bientôt. Salut Flavie.